Intéressons-nous désormais au contenu du contrat et plus spécifiquement à l'exigence d'un contenu licite. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans le contrat doit évidemment être licite. Alors, l'article 1102 du Code civil prévoit que les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat. Ce qui est normal, c'est le principe de liberté contractuelle. On choisit son co-contractant et on choisit aussi ce qu'on met dans son contrat. Enfin, vous imaginez bien qu'il y a des limites. On ne peut quand même pas mettre absolument tout ce que l'on veut dans son contrat. Et vous avez plusieurs articles qui posent des limites. D'abord, l'article 1128, il faut que le contenu soit licite, et l'article 1162 du Code civil qui prévoit que les prestations et le but doivent être conformes à l'ordre public. Donc vous êtes quand même encadré, puis on pourrait aussi rajouter l'article 6 du Code civil qui est dans le titre préliminaire qui prévoit que les conventions ne peuvent déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Voilà, tout ça c'est un petit peu redondant. Expliquons un peu ce que cela signifie. Alors d'abord, il faut que les stipulations contractuelles soient licites. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut d'abord dire que les prestations doivent être possibles. C'est ce que prévoit l'article 1163 du Code civil. Il faut que les prestations soient possibles, que vous puissiez le faire. Il faut que ce soit possible, attention, au moment de la formation du contrat. Si au moment de la formation du contrat, la prestation a été possible, mais que par la suite, elle devient impossible, là, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème de nullité. Le contrat est valable, ce sera un problème d'inexécution du contrat et ça se jouera au niveau des sanctions, résolutions, dommages d'intérêt, que sais-je, mais ce ne sera pas un problème de validité du contrat. Bon. Reste à savoir ce qu'on entend par une prestation possible. Il y a deux catégories d'impossibilité. Il y a l'impossibilité relative et l'impossibilité absolue. L'impossibilité relative, c'est d'autres personnes sauraient le faire, mais moi, en fait, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ces capacités. Moi, par exemple, je serais incapable de construire une maison. D'accord? Pour moi, c'est impossible. Mais ça, ce n'est pas un problème d'impossibilité au sens... condition de validité du terme. C'est juste un problème que je me suis engagée à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Ce sera un problème de responsabilité contractuelle. Ce sera un problème de résolution du contrat. Enfin, ce sera un problème de sanction. Non, ce qu'on appelle l'impossibilité ici, c'est vraiment l'impossibilité absolue. Personne ne saurait faire ça. C'est je m'engage à décrocher la lune, je m'engage à toucher le doigt du ciel. Voilà, c'est des prestations qu'il est absolument in abstracto impossible de réaliser. Et bien là, dans ces cas-là, le contrat est nul. Il ne suffit pas que la prestation soit possible, il faut aussi qu'elle soit licite. Et ça, c'est l'article 162 qui l'exige. C'est-à-dire que la prestation, elle doit être conforme à l'ordre public. Elle ne doit pas être interdite par la loi. Vous imaginez bien qu'un contrat par lequel, contre 1 million d'euros, je m'engagerai à tuer quelqu'un n'est pas possible. C'est tout simplement illicite. C'est interdit par la loi. Vous imaginez bien qu'un contrat par lequel je m'engagerai à épouser mon père ne serait pas possible non plus, puisque c'est interdit par la loi. De même qu'un contrat par lequel je m'engagerai de manière permanente, sans aucune possibilité de mettre fin au contrat, serait illicite puisque les engagements perpétuels sont prohibés par l'article 1210 du Code civil. Bon, donc il ne faut pas que la prestation d'une des parties soit interdite par la loi ou contraire à l'ordre public. Il faut aussi que la prestation, ou plutôt l'objet de la prestation, soit dans le commerce juridique. Vous saviez qu'il y a des choses qui peuvent circuler dans le commerce et des choses qui ne sont pas dans le commerce juridique. Alors, il y a différentes catégories de choses. Il y a des prestations qui sont totalement hors commerce, par exemple la drogue, les produits contrefaits. Ça, vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas les donner, vous ne pouvez pas les prêter, vous ne pouvez pas les louer. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun acte juridique. Donc là, dans ces cas-là, le contrat ne sera pas valable. Et puis, vous avez des prestations qui sont partiellement dans le commerce juridique, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire l'objet de certains contrats, mais pas d'autres. Il en est ainsi des produits du corps humain qui peuvent être donnés, mais qui ne peuvent jamais être vendus. On peut donner son sang, on peut donner son sperme, on peut donner ses ovocytes, on peut donner ses organes, on peut donner ses organes, je l'ai peut-être déjà dit. Enfin, on peut donner beaucoup de choses, mais c'est toujours dans un cadre très très précis. Donc je l'ai dit, c'est gratuit, c'est toujours de manière anonyme, c'est toujours dans un cadre médical. Donc il y a une forme de commerce, mais c'est un commerce très encadré. Et puis on peut citer un autre exemple, les clientèles civiles. Vous savez que la jurisprudence considère que les clientèles civiles sont dans le commerce, on peut les céder, CIV première 7 novembre 2000, à condition que la liberté de choix du patient soit respectée. Donc c'est dans le commerce sous condition. Si vous êtes face à une chose qui n'est pas dans le commerce, dans ces cas-là, le contrat ne sera pas valable. Il n'y a pas que les prestations qui doivent être licites. Le but également doit être
licite. Il faut effectivement que le but soit conforme à l'ordre public. C'est ce que prévoit l'article 1162. Le but, c'est les mobiles. Vous savez, c'est ce qu'on appelait avant la cause du contrat. Ce que vous aviez dans la tête, la raison pour laquelle vous avez contracté. Eh bien, il y a des raisons qui sont tout à fait conformes à l'ordre public, qui sont tout à fait conformes aux bonnes mœurs, qui sont tout à fait licites. J'achète une maison pour m'y installer gentiment avec mes enfants. Ça, c'est parfaitement licite. Mon but ne posera aucune difficulté. Le contrat est valable. Et puis, vous avez des buts qui, au contraire, sont beaucoup plus inavouables parce qu'illicites, parce qu'immoraux, parce que contraires à l'ordre public, comme par exemple déguiser un prêt sous forme d'une prestation compensatoire pour frauder le fisc. CIF première, 7 octobre 1998. Ou louer une maison pour y installer une maison close, alors que c'est profondément interdit. D'accord ? Donc là, vous comprenez qu'on va aller chercher ce que les parties avaient dans la tête, mais pourquoi avez-vous conclu ce contrat? Si votre but est licite, conforme à l'ordre public, il n'y aura aucun problème. Si votre but est contraire à l'ordre public, là, dans ces cas-là, il y aura problème, il y aura nullité du contrat. Reste quand même la question de savoir si ce but illicite doit être partagé par les deux parties. Là-dessus, la jurisprudence a évolué. Dans un premier temps, elle exigeait que le mobile illicite ou contraire à l'ordre public soit partagé. Pourquoi? Pour éviter tout simplement que celui qui a ce mobile illicite ait toujours sa petite carte nullité qu'il pouvait sortir quand il voulait. Il sait qu'il a un mobile illicite et le jour où le contrat ne lui plaît pas, il sait très bien qu'il peut sortir du contrat alors que l'autre peut-être n'avait absolument aucune connaissance donc, de ce mobile illicite et lui ne voulait pas sortir de ce contrat. Donc c'est-à-dire qu'on donnait tout pouvoir finalement au turpice, à celui qui avait ce mobile illicite et finalement on portait atteinte à la sécurité juridique du co-contractant qui lui était de bonne foi et qui ne le savait pas. Bon. Donc on exigeait au départ que le mobile soit partagé dans le but de mieux protéger le contractant qui, lui, n'avait pas ce mobile illicite. Le problème, c'est que c'était moins protecteur de la société, parce que vous aviez des contrats, du coup, avec des mobiles illicites qui pouvaient perdurer. Du coup, la jurisprudence, elle avait un peu évolué en disant, écoute, il suffit que le mobile soit au moins connu, même s'il ne le partage pas, si au moins il le connaît, ce mobile. Bon, c'est moins surprenant s'il y a nullité du contrat parce qu'il était au courant. Et puis elle a franchi le pas dans un arrêt de la première chambre civile du 7 octobre 1998 où là elle a admis en fait qu'il importe peu que le mobile illicite ou contraire à l'ordre public soit partagé. Dès lors qu'une partie poursuit un mobile illicite, c'est la société qui est en cause et donc c'est le contrat le contrat doit être annulé. Finalement, tant pis pour l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que prévoit l'article 1162 qui consacre ça, puisqu'il prévoit qu'il importe peu que le mobile ait été connu ou non des deux parties. Donc si le mobile est illicite, contraire à l'ordre public, contraire aux bonnes mœurs, alors le contrat pourra être annulé, peu importe que le contractant ne soit pas au courant de l'illicéité du mobile de l'autre. Voilà pour cette question du contenu du contrat, du contenu licite du contrat. Il n'y a pas forcément beaucoup de questions là-dessus, mais il faut y penser quand vous regardez un cas pratique, pour ne pas oublier justement cette cause de nullité.